Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo publique et gratuite. Je vous avais promis de faire quelques séries sur l'inflation et aujourd'hui en fait je vais continuer sur le thème des matières premières et je vais faire quelques petits rappels à ce sujet parce que j'ai eu le plaisir ces derniers jours d'avoir quelqu'un qui m'a appelé en fait pour me remercier de l'avoir fait investir dans WPX Energy à une époque. Alors il paraît que cet investissement était un désastre. Il se trouve que la personne a fait plus 500% sur son investissement. Et en plus, elle a eu la possibilité de faire plus lorsque les cours de WPX Energy avaient dévissé suite à notre investissement. Alors ça, c'est un truc qui m'arrive tout le temps, malheureusement. C'est que quand je fais un peu d'investissement, les cours dévissent, mais j'y peux rien. Je veux dire, je suis pas prévisionniste. Mais ce qui est intéressant avec WPX Energy, c'est que tout le monde, en fait, sur certains forums, croit que cet investissement était désastreux pour l'investisseur français, mais en fait, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, en fait, WPX Energy a juste changé de nom, ça s'appelle Devon Energy, parce qu'ils ont acquis la société Devon Energy à une époque, et ils ont gardé le nom de leur cible d'acquisition. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé avec son compte, x6 sur WPX, alors qu'il avait complètement oublié qu'il avait cette action. Et bon, malheureusement, je sais qu'au même moment, on a fait un très mauvais investissement dans Sears, mais j'étais très content de savoir que, il y a quelqu'un qui a réussi à faire de l'argent avec nos investissements matières premières. Et en fait, ça a permis de me rendre compte aussi qu'en fait, on est plutôt bon en fait sur les matières premières à l'investisseur français. C'est étonnant, mais il se trouve que nos investissements matières premières, qui sont pas des investissements dans des super business, se retrouve toujours assez performant. Donc on a décidé de travailler un petit peu ce secteur-là dernièrement. On identifie beaucoup de cibles de très bonnes sociétés dans ce domaine. Alors elles sont très bonnes, comme disait Francisco, parce qu'elles travaillent avec des coûts très très bas, mais c'est une culture d'entreprise et ça peut être un avantage concurrentiel dans ce secteur. En fait, c'est le seul avantage concurrentiel dans ce secteur, c'est d'avoir des coûts d'extraction faibles. Alors évidemment, on a recommandé aussi l'International Petroleum, comme Francisco. On a recommandé également un producteur de référence canadien sur lequel les gens qui ont suivi ont un rendement encore meilleur. Mais tout ça pour dire que, en fait, le message, c'est pas qu'on est bon, c'est que, en fait, on a une technique d'investissement dans les sociétés de matières premières, qui est pas mal. C'est-à-dire, généralement, on se porte acheteur lorsque la matière première cote significativement en dessous de son coût d'extraction. Et on dit, en fait, si la société est économiquement viable et c'est un des meilleurs producteurs dans son secteur, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, la matière première va coter à nouveau au-dessus de son cours d'extraction. Alors très souvent, on le dit très en avance, comme pour WPX, en fait, on l'a dit en 2016 et le cours s'est redressé plutôt en 2022. Donc ouais, on avait un petit peu d'avance, c'est vrai, parce que voilà, on n'est pas bon sur le timing, mais sur les tests d'investissement, je trouve que l'idée d'investir dans des producteurs low cost de matières premières, quand il cote en dessous de son coût d'extraction, n'est pas bête du tout. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une autre façon d'investir dans les matières premières. C'est un investissement que j'ai fait à titre personnel, que j'ai pas fait dans le portefeuille d'investisseurs français, parce qu'à l'époque, la capitalisation était sous les 10 millions de dollars et la liquidité du titre ne me permettait pas de faire cet investissement de manière massive. Mais toujours est-il que je l'ai prise dans mon portefeuille familial. Et cette société, elle s'appelle ECA Marcellus Trust 1, dont vous voyez ici le cours de bourse. Vous pouvez aussi voir qu'il y a un rendement sur dividende, même aujourd'hui, de 18,56%.
Bon, c'est pas vraiment un rendement sur dividende, c'est des retours de capitaux, parce que les royalty trusts, en fait, font des retours de capitaux, parce qu'en fait, que c'est un royalty trust? Ce sont des gens qui perçoivent des royalties sur un gisement. Il est considéré que quand le trust rend de l'argent à ses détenteurs de parts, eh bien, c'est un retour de capital et donc la fiscalité est simplement différente, mais c'est pas très important. Toujours est-il que l'idée, c'est que sur les royalty trusts, quand on les achète bien, on touche aussi énormément de rendement passif. Donc ici, vous voyez, même au cours actuel de 1,46 $, le rendement sur dividende affiché sur Google Finance est de 18,56%. Donc, déjà, sur ce type d'investissement, ça permet d'avoir un très gros revenu passif, une très grosse rente. Ensuite, ce qui est génial dans les royalty trusts, c'est que c'est facile à analyser. Je reprends ici l'analyse qu'on avait fournie dans le club d'investisseurs français. Alors, comme d'habitude, on était en avance. Visiblement, c'est un problème chez moi dans les matières premières. On a investi le 29 novembre 2019. Et donc le 29 novembre 2019, comme vous pouvez le voir ici, ça coûtait à peu près à 0,6. Bon, ça affiche 0,62, mais nous on a acheté à 0,6. Je m'en souviens, le chiffre était rond et ça me plaisait. Alors, je vous explique comment on a investi. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, je dis toujours au préambule si j'ai des parts dans la société dont je parle. Donc ici, je dis, voilà, l'auteur de l'article possède des parts de CA Marcellus Trust. Et ensuite, voilà, je dis que je pense que c'est un investissement intéressant parce que l'activité est simple à comprendre. Le trust perçoit des royalties sur un genre de gaz dans la zone Marcellus, particulièrement prolifique aux US. Alors, chaque personne qui a déjà regardé des sociétés oil and gas sait que Marcellus, c'est une des régions les plus prolifiques du monde pour le gaz. Voilà. Et après, je raconte un petit peu l'histoire du truc. J'ai envie de dire qu'on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est que le mandat du trust est simplement de reverser la totalité du cash perçu aux actionnaires 2 mois après l'annonce des résultats trimestriels. Donc voilà. Et en plus, c'est intéressant parce que le trust ici a une durée de vie jusqu'à mi-2030 et on était, je le rappelle, en novembre 2019. Alors, comme d'habitude, j'explique pourquoi je m'intéresse à la société et sur les sociétés de matières premières. Comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse toujours, c'est quand la matière première cote très en dessous de son coût d'extraction. Voilà. Voilà, j'ai mis que les prix de vente du gaz flirtent avec un plus bas historique sur la zone et la profitabilité du trust, bien sûr, elle suit quand même cette tendance. Mais il était quand même profitable. Et je disais, voilà, que les résultats trimestriels, les derniers, ils ont beaucoup déçu. Le cours a complètement dévissé. Et en fait, il est passé en dessous de 1 $ pendant 30 jours. Alors, sur le New York Stock Exchange, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on reçoit ce qu'on appelle une notification de delisting, c'est-à-dire vous serez plus sur le New York Stock Exchange, vous coterez sur un marché non réglementé, ça s'appelle un marché over the counter. Bon, le trust a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit pour que le prix de son action il augmente au-dessus de 1 $. Et donc, le trust en fait a été délisté et le cours des parts du trust s'est stabilisé entre 0,5 et 0,6 $. Pourtant, ce que je dis moi, c'est que qu'il soit délisté ou pas du New York Stock Exchange, la valeur du trust ne change en rien, puisque la valeur elle est ce qu'elle est, et le fait qu'il soit listé sur un New York Stock Exchange ou sur un marché over the counter n'a strictement aucune importance pour la valeur de l'entreprise fondamentalement. Et donc, le résultat de ça, c'était qu'au prix de 0,6 $, la capitalisation boursière du trust est descendue à environ 11 millions de dollars, alors que le bénéfice du trust sur les 3 dernières années, il a varié entre 3,5 millions de dollars et 5,7 millions de dollars, et à certaines époques plus lointaines, plus de 20 millions de dollars. Donc je me suis dit la chose suivante, si un jour le prix du gaz remonte au-dessus de son cours d'extraction, eh ben, le profit du trust pourrait peut-être augmenter, et dans ce cas, le trust, il n'est pas très cher. En fait, que le profit soit 3 millions et demi, 5 millions et demi ou 20 millions, quand on achète ce trust à 11 millions, c'est pas cher. Voilà. C'est ça que je me suis dit. Après, j'ai identifié quand même les risques. J'ai dit que le risque principal de ce dossier, c'est que
plus personne ne veuille forer les champs Marcellus, hein, et dans ce cas, il n'y aura plus de royalty, donc il y a quand même ce risque, faut le prendre en compte, mais il me semblait pas très élevé, parce que le gaz sert quand même à quelque chose. Après, il y a la société Greylock Energy qui exploite le champ. Bah, dans le cas d'une faillite de Greylock, bah, les États, euh, euh, le trust pourrait ne plus percevoir de royalties. Il faudrait que quelqu'un d'autre reprenne en fait les champs forêts par Greylock pour que le trust reçoive à nouveau des royalties. Mais bon, ce qui était gênant, c'est quand même qu'on pouvait pas accéder aux états financiers de Greylock. Par contre, on pouvait s'assurer que Greylock était soutenu par un très gros fonds de private equity. Et on pouvait se dire que s'il était soutenu par un très gros fonds de private equity, normalement, il n'y aurait pas de problème. Évidemment aussi, une baisse des volumes de production de Greylock impacterait nécessairement le profit du trust. Et enfin, je disais que, même si ça me semblait peu probable, qu'une détérioration encore plus grande du prix du gaz, si elle est durable, bah, ça amènerait une baisse de profit qui serait, elle aussi, durable. Voilà, bon, ce scénario me semblait totalement improbable. Et je disais, il y a une cerise sur le gâteau, c'est que le trust, il doit se liquider au plus tard en 2030, en disant quelles sont les conditions de la liquidation. Voilà. Mais voilà, c'était pas très important, mais on savait qu'on resterait pas indéfiniment avec cet investissement euh, et qu'il y avait aussi une possibilité de liquidation avant 2030. Voilà. Je disais juste du coup que cet investissement était super cheap et que on pouvait le tenter et c'est pas un mauvais business. Je veux dire, percevoir des royalties sur un champ gazier, c'est plutôt pas mal. Alors comme vous voyez, je disais un peu comme d'habitude, bah quand j'investis dans un truc bien, ce qui se passe c'est que ça dévisse. Donc on est tombé à 0,3 $, ça dévisse 50% comme d'habitude. Bon, il y avait quelques dividendes, comme on dit, de retour sur capitaux pour compenser, mais ça compensait clairement pas la baisse, hein, faut quand même pas se leurrer. Et vous voyez, le truc n'a rien fait jusqu'à 2021, et là il s'est carrément effondré à 0,2. Donc voilà, on avait, même avec les retours sur capitaux, 50% de moins-value à cette époque sur cet investissement, mais comme vous voyez, finalement le gaz a fini par se reprendre. Aujourd'hui, on cote à 1,46 $, et entre-temps, on a perçu pas mal de rendements passifs en retour sur capitaux. C'est quelque chose qui est de l'ordre de 40%. Voilà. Donc, en gros, le cours, il a fait environ x2,5 et il y a eu 40% de rendement en prime sur cet investissement. Donc, vous voyez, en fait, on peut faire beaucoup d'argent dans les matières premières en prenant relativement peu de risques, en investissant aussi dans les trusts de royalty. Alors, par contre, voilà, ils sont pas souvent donnés. Les trusts de royalty, voilà, faut pouvoir les saisir quand ils sont donnés. Et ils sont généralement donnés lorsque la matière première cote en dessous de son coût d'extraction assez durablement, comme c'était le cas du gaz naturel à l'époque où on a investi dans ECA Marcellus Trust, et comme c'était aussi le cas du pétrole et du gaz naturel lorsque nous avons investi, je l'admets prématurément, dans WPX. Voilà, même si il y a une personne qui a gardé l'investissement pendant presque 6 ans et a fait x6, et les personnes qui ont renforcé au fur et à mesure que le cours baissait ont pu faire jusqu'à x36 en réalité. Voilà, c'est vrai qu'on était un petit peu prématuré sur WPX, je le cache pas, mais il n'y a pas eu de désastre. C'est-à-dire quand on a un vrai horizon long terme et quand on investit dans des sociétés de bonne facture, généralement ça se passe bien. Alors maintenant, pour compenser justement ce type de scénario, ce qu'on fait, c'est qu'on demande des prix encore plus bas sur ce type de société et surtout on augmente beaucoup la qualité de nos investissements et comme vous êtes peut-être en train de le voir, si vous êtes membre du Club d'investisseurs français, on est en train d'explorer une minière en Australie qui a de meilleurs retours sur capitaux investis que Apple en moyenne, donc c'est intéressant. Très intéressant, même si, bon, dernièrement, Apple les a rattrapés, mais en moyenne, sur une très longue période, cette société
avaient des bien meilleurs retours sur capitaux investis que Apple. Voilà. Donc on monte en gamme sur nos investissements, on monte beaucoup en gamme, on creuse vraiment pour avoir toutes les meilleures sociétés de tous les secteurs dans notre watchlist et pour pouvoir dégainer quand les prix sont intéressants.